Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bonjour à tous, je suis Isabelle de Lignyville, chargée de mission communication pour la Fédération Gay-Lussac, et je reçois aujourd'hui dans Puits de Science Gladys Blanchet, élève en dernière année à l'ENSI à Limoges. Alors Gladys, vous avez participé à la Convention ingénieurs et scientifiques de France, IESF, sur la décarbonation de la construction du béton, et plus particulièrement du ciment. On le sait, le ciment représente aujourd'hui un matériau indispensable à la construction et aux infrastructures, mais on sait qu'il est également responsable d'environ 8% des émissions mondiales de CO2. Alors Gladys, découvrons les différentes pistes de transformation envisagées à l'occasion de cette convention. Bonjour Gladys, bienvenue dans Puits de Science. Bonjour Isabelle. Alors Gladys, comment est-ce que vous avez entendu parler de la convention IESF ? Alors actuellement, je suis en dernière année d'école d'ingénieur et l'année précédente, avec 5 autres camarades de classe, on avait travaillé sur un projet concernant les ions hydrauliques. Et c'est lors de ce projet qu'on a été nominé au prix des jeunes pour l'innovation en 2025. Et lors de cette restitution, on a eu l'opportunité de discuter avec Maëlle Ducoq, qui nous a parlé de cette fameuse convention qui allait se tenir quelques mois plus tard. Du coup, je me suis tenue informée et j'ai postulé. Et grâce à ma candidature, en fait, j'ai été sélectionnée comme tous les autres 50 étudiants qui ont participé par un algorithme qui respectait des critères de diversité géographique, de thématiques de recherche et également de genre. Donc en fait, ça nous a permis d'avoir presque la parité, puisque sur ces 50 étudiants, on était 24 femmes. Pour nos auditeurs, Maëlle Ducoq est l'ancienne présidente de l'UNAFIC, avec laquelle la Fédération Gay-Lussac a un partenariat. Donc cette convention IESF, c'est un partenariat entre l'UNAFIC et la FGL, qui a intégré un certain nombre d'élèves de nos écoles, dont vous, Gladys. Alors comment elle s'est passée concrètement, cette convention ? C'est passé en présentiel puisqu'on a travaillé pendant 4 mois, un week-end en présentiel sur Paris systématiquement. Et donc on avait beaucoup de conférences, notamment lors des premières sessions, puisqu'on a eu une contextualisation des enjeux climatiques faite par Christophe Cassou. Ensuite, on a eu des données sur les politiques nationales et européennes concernant la décarbonation. Ensuite, on a été mis à niveau évidemment sur ce qu'était le ciment, sa fabrication, ses normes françaises et européennes, son cycle de vie, son impact environnemental, etc., notamment par Laurent Isoré. On a eu également des conférences sur les scénarios de décarbonation de l'ADEME, des tables rondes avec des cimentiers, des mises à niveau sur ce qu'était la capture et le stockage de carbone. Et en fait, tout ça, ça nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur toute la chaîne de valeur. Et donc, à la fin de chaque conférence, chaque personne prenait des notes qui étaient donc rassemblées et on avait des fact-checkers qui assuraient en fait notre bonne compréhension des sujets et surtout que tous les faits soient véridiques. Alors est-ce que vous avez pu faire des propositions concrètes ? Oui, concrètement, on a proposé 46 recommandations. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur toute la chaîne de valeur et de proposer pour chaque acteur des solutions concrètes et surtout de les prioriser. Parce qu'en fait, cette convention, elle est intervenue dans un contexte environnemental, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on souhaite la neutralité carbone à l'horizon 2050 et en parallèle, le ciment, c'est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc on a pu chacun travailler en petit groupe qui était donc tiré au sort, ce qui nous a permis du coup de proposer soit de nouvelles recommandations, soit de proposer des modifications. Et de cette façon, on a tous pu travailler ensemble pour faire émerger ces 46 recommandations. Et donc ce qui émerge, c'est que déjà toutes ces recommandations, elles font consensus auprès de nous puisqu'elles ont été votées et toutes validées. Et donc notre premier axe en fait de recommandation, ça va être la sobriété. Ensuite, ça va être l'efficacité. Et enfin, vraiment en dernier recours, pour nous, c'est la compensation. Donc la sobriété, tout d'abord, c'est l'idée très simple et logique que si on construit moins, on va émettre moins de béton. Donc pour ce faire, on va penser en fait que le meilleur béton bas carbone, c'est celui qu'on ne coule pas, avant même de penser à l'efficacité. Donc pour ça, on peut repenser à l'intensification en fait de l'usage des bâtiments et surtout, on peut penser à la réhabilitation de l'existant plutôt que de construire neuf, même si souvent c'est moins économique. Donc pour ça, on a recommandé notamment de mettre en place des ACV, des analyses de cycle de vie, pour voir si c'était plus intéressant écologiquement de détruire un bâtiment pour le construire ou de le réhabiliter par exemple. Ensuite, notre second axe, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que en fait, le béton, ça reste un matériau qui est pertinent, donc c'est un matériau de construction qui a des bonnes résistances en compression. Et donc, ce qu'on peut faire en fait dans un bâtiment, c'est qu'on va l'associer astucieusement avec des barres d'acier afin de faire du béton armé qui a donc des bonnes résistances à la fois en flexion et à la fois en compression. Ce qu'il faut comprendre, en fait, là, c'est cette convention de décarbonation a été sur la construction ciment-béton, et en fait, c'est vraiment deux choses bien différentes. C'est-à-dire que le béton, c'est un matériau de construction qui est fabriqué à partir de ciment. En fait, on va mélanger du ciment, de l'eau, du sable, des granulats et des adjuvants, et ça va nous créer un matériau de construction. Tandis que le ciment, c'est une poudre un liant hydraulique qui va réagir avec de l'eau pour former une pâte, par exemple.
Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le béton, même si on va mettre que 15% massif de ciment, c'est 15% massif qui vont être responsables de 90% des émissions de CO2. Et donc, c'est en ça que pour décarboner le béton, il faut principalement décarboner le ciment. Donc maintenant, si on en vient à ce que c'est que le ciment, du coup, un ciment de référence Portland, il va être composé de 80% de calcaire et de 20% d'argile. Et donc, ce fameux calcaire, lorsqu'on va le monter en température, il va se décomposer en chaud et il va émettre du CO2. Donc, c'est l'équation CaCO3 qui va donner du CaO, donc de la chaux, plus du CO2. Et donc, ces émissions-là, lors de la clinkérisation, donc la création de clinker, on va le monter en température à 1450 degrés C. Et cette montée en température-là, l'énergie du procédé, elle émet un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Tandis que les 2 tiers restants, ils sont dus, du coup, à la décomposition du calcaire en chaux. Et donc, c'est en ça que le ciment, ça pollue intrinsèquement beaucoup. Donc, pour nous, en fait, il y a 3 sous-idées. La première, c'est de mettre moins de clinker dans le ciment. La seconde, de mettre moins de ciment dans le béton. Et enfin, de mettre moins de béton dans le bâtiment. Donc, en premier lieu, pour mettre moins de clinker dans le ciment, on peut penser à le substituer. On peut le substituer par d'autres phases réactives, comme par exemple des argiles calcinées, qui sont donc les LC3. Donc, c'est limestone calcium clay cement, qui est une formulation de ciment dite bas carbone, poussée et éprouvée en fait par notamment Carrick Scrivener, qui sont déjà d'ailleurs commercialisés. On peut également penser à d'autres matériaux comme de la fumée de silice, des laitiers de hauts fourneaux, ou encore des cendres volantes, par exemple. Et ensuite, également, ce qu'on peut faire dans l'efficacité, du coup, mettre moins de ciment dans le béton, on peut là aussi réduire les proportions et les adapter vraiment aux besoins. Ou alors, lorsqu'on va faire de la préfabrication, on peut penser à laisser des espaces à vraiment optimiser de façon à faire tout simplement une poutre pleine, mais à laisser des espaces de façon à mettre moins de béton également dans le bâtiment. Pour penser à mettre moins de béton dans le bâtiment, le troisième sous-axe, on peut penser tout simplement à utiliser d'autres matériaux. Le béton, c'est quand même un automatisme, alors qu'il y a d'autres matériaux qui sont plus pertinents par moment, comme par exemple on peut penser au bois ou à la pierre de taille, ou encore à la terre crue ou à la paille par exemple. Et ensuite, en dernier axe, du coup, après l'efficacité, pour nous, en dernier recours, c'est la compensation. Alors qu'est-ce qu'on entend par compensation? On a du coup la capture de carbone qui va ensuite être stockée ou la capture de carbone qui va ensuite être utilisée. Donc on a CCS, Capture Carbon and Storage, ou CCU, Carbon Capture and Utilization. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est vraiment le dernier recours? Parce qu'à l'heure actuelle, on pense que ça prend trop de place dans les feuilles de route. Ça prend 57% des estimations de la feuille de route de France Ciment. Or, si on regarde le plan de transition sectorielle qui a été publié par l'ADEME, dans leur scénario de référence, pour eux, si l'ensemble des leviers de décarbonation identifiés étaient mis en œuvre, ça engendrerait en fait une réduction par rapport à 2015 de 43% des émissions sans cette technologie de capture de carbone. Et avec cette technologie de capture de carbone, on atteindrait 54%. Donc en fait, on voit qu'on a, selon l'ADEME et son scénario de référence, seulement 11%. Or, d'après la feuille de route de France Ciment, c'est 57%. Et en plus de ça, on a vraisemblablement toujours, d'après l'ADEME, uniquement 20% du parc français cimentier qui serait éligible à ce déploiement de cette technologie. On se retrouve face à une technologie qui, selon nous, mérite d'être le dernier recours. Merci Gladys pour toutes ces explications. Ces recommandations, elles ont été émises par des groupes d'étudiants de tout domaine ou particulièrement par les chimistes? Non, on était vraiment de tous les domaines, avec une grosse majorité en bâtiment ou en matériaux, ou effectivement des chimistes, mais on avait également, par exemple, des personnes de Sciences Po, et on allait du coup de la licence jusqu'au doctorat, donc on avait une certaine diversité, et surtout on a été sélectionné en fonction de nos thèmes d'études. On avait par exemple pas mal de personnes qui étaient en double diplôme en architecture et en bâtiment, donc ça leur permettait d'avoir une vraie vision assez concrète. Et après, toutes les recommandations pouvaient être émises par tout le monde et ont pu être modifiées ou proposer des modifications par tout le monde. Et tout a été voté en accord avec le plus grand nombre. D'ailleurs, pour assurer un certain débat public, on avait des garantes du débat public de la CNDP, donc la Commission nationale du débat public. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette convention? Maintenant que vous avez donné vos recommandations, c'est quoi la suite? Alors effectivement, on a restitué du coup ce rapport au Conseil économique, social et environnemental de Paris le 18 février dernier. Et donc à l'issue de cette restitution, on est allé voir en fait des acteurs du secteur pour leur présenter nos résultats et leur expliquer et surtout pouvoir en parler au plus grand nombre afin d'enrichir en fait le débat public. Très bien. Et pour vous, Gladys, qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à cette convention? Moi, ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit et surtout une vision globale que j'avais pas nécessairement,
qui est qu'une action ne peut pas être menée seule. Il y a vraiment chaque personne qui peut avoir des intérêts et il faut une certaine coordination entre tous les acteurs. Et après, à titre personnel, ça m'a apporté en fait l'envie de m'engager, de pas simplement être une bonne scientifique entre guillemets ou une chercheuse à l'avenir, mais vraiment de pouvoir parler et informer le plus grand nombre possible. Merci Gladys, merci à nos auditeurs. Au revoir Gladys. Au revoir, merci. Vous avez aimé ce podcast ? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie. Et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt!